Bienvenue au podcast Carrefour en ondes avec Anna et Maë, un podcast où les sujets sont aussi variés les uns que les autres. À chaque épisode, nous explorons des thématiques en compagnie d'experts ou d'invités spéciaux en lien avec le sujet. Si vous êtes aussi curieux que nous, restez à l'écoute. Donc aujourd'hui, pour le podcast, on va parler de fast fashion. C'est quoi la fast fashion? C'est une production rapide de grande quantité de vêtements à bas prix en essayant d'imiter les dernières tendances. C'est un peu un cercle vicieux qui demande de produire plus en réduisant la qualité, ce qui diminue le prix d'achat, mais qui augmente les conséquences un peu partout. Étant fabriqués avec des matériaux de faible qualité, ils sont donc pas conçus pour durer longtemps. Les impacts environnementaux, c'est surtout au niveau de la consommation d'eau. Par exemple, pour un T-shirt en coton, c'est 700 gallons d'eau que ça prend pour faire ce chandail-là, soit 1325 bouteilles d'eau de 500 ml, ce qui est quand même assez énorme pour un seul T-shirt. Mais aussi dans les impacts environnementaux, il y a aussi les émissions de carbone, les déchets, la surproduction et la faible qualité qui entraînent une quantité massive de déchets textiles. Les impacts sociaux, au niveau des conditions de travail qui sont difficiles, les employés qui sont exposés à des produits chimiques dans ces usines-là. Selon une étude de Recyc Québec, chaque Québécois jette en moyenne plus de 24 kilos de textiles chaque année. C'est l'équivalent d'environ 120 t-shirts ou 34 paires de jeans. Une étude de Fashion Takes Action estime qu'environ 360 000 tonnes de textiles finissent dans les centres d'enfouissement canadiens chaque année. Donc aujourd'hui, pour parler de fast fashion et de seconde main, parce que c'est les deux termes qu'on va aborder aujourd'hui, on reçoit Léanie Descoteaux, qui est une jeune qui a eu un parcours en lien avec la consommation, la fast fashion, tout ça, qui pourra nous en parler davantage, et Alex Brun, qui est bénévole au comptoir Jean 23, la friperie du Témiscamingue. Alors Léanie, peux-tu me raconter ton expérience avec l'achat compulsif d'un vêtement? Comment ça a commencé? Oui, dans le fond, ça a commencé quand même graduellement. Après, quand j'ai eu mon premier emploi, puis j'ai commencé à faire ma propre argent, j'ai commencé à acheter des vêtements. Puis je pense que c'était vraiment avec la recherche de mon style. C'est quand on est dans l'adolescence, on est beaucoup, on change beaucoup, on se cherche beaucoup. Puis au début, je voyais pas ça comme un problème. C'était plus, je me disais que j'avais commencé à avoir un plus grand intérêt avec les vêtements. Puis je voyais ça un peu comme une activité. Tu vas magasiner avec ta famille, avec tes amis. Éventuellement, c'est devenu peut-être plus gros que ce que c'était censé. Est-ce que ça a eu des impacts dans ta vie? Oui, c'est sûr, parce qu'éventuellement, ça devient plus une habitude, puis tu accumules beaucoup. Et un moment donné, ça devient avec une certaine culpabilité parce que tu n'en as pas vraiment besoin. Puis c'est comme si tu sens que tu peux pas te contrôler un peu. C'est comme trop. Qu'est-ce qui déclenchait cette envie d'acheter sans cesse de nouveaux vêtements? Ben, je pense que ça vient un peu de combler quelque chose. Tu veux pas, ça te donne un shot de dopamine. Tu veux toujours quelque chose de nouveau. Puis je pense que c'est aussi dans les magasins, il y a toujours de la nouveauté. Mm-hmm. Donc, c'est comme fait pour que tu veux toujours quelque chose de nouveau, comme pour te créer des besoins. Puis avec la fast fashion, ben, c'est un peu ça aussi que fast fashion, c'est la mode rapide. Fait que c'est tout le temps de, comme tu disais, quand t'es ado, tu essaies de trouver ton style vestimentaire. Puis là, en plus de ça, les exemples qu'on te donne dans les magasins, c'est une mode qui change tout le temps. Fait que ça te donne encore tout le temps plus le goût d'acheter... De te créer des besoins. C'est ça, pour combler un vide, comme tu le dis. Puis là, c'est ça, tu disais que ça te faisait ressentir une sorte de culpabilité. Puis c'était par rapport à quoi, cette culpabilité-là? Ben, je pense que c'est justement le fait que tu n'en as pas besoin. Donc, tu dépenses de l'argent pour quelque chose qu'en bout de ligne, tu n'aurais pas eu besoin de dépenser pour ça. Mais aussi, tout au niveau environnemental. Puis quand tu te renseignes un peu, justement, comme tout ce que tu as nommé tantôt, tu te dis, en bout de ligne, tu participes à ça quand tu consommes beaucoup. Fait que d'essayer de diminuer ça. J'ai juste une petite question qui n'était pas sûre. Oui. Une petite question. Ben toi, en fait, est-ce que c'était plus du magasinage en ligne, du magasinage en magasin? Ça a été, je pense qu'au début, c'était plus en magasin, puis ensuite, ça a été en ligne, parce que là, avec nos téléphones, puis toi, on peut juste télécharger l'application, laisser dans ton téléphone, t'as ta carte de crédit enregistrée dessus, fait que ça devient super facile de consommer. Ça a été aussi en friperie que j'ai surconsommé, ce qui est pas mieux, parce que... parce que encore là, tu prends ce que t'as pas réellement besoin, fait que tu continues à surconsommer, donc c'est ça. Ça a été un peu dans toutes les sphères. Comment as-tu su que c'était un problème et quel changement as-tu apporté? Oui, j'ai su que c'était un problème parce que finalement, ça me causait plus de stress que de plaisir de magasiner. Parce que c'est ça, tu dépenses beaucoup, puis c'est aussi le fait que tu t'encombres avec des choses que tu n'as pas vraiment besoin. Donc, ça prend de la place pour rien.
que les changements que j'ai apportés, c'est vraiment quand j'ai pris du recul sur la situation, puis j'ai comme réalisé que c'était plus un problème qu'autre chose. Puis comme je viens de dire, que même en friperie, je surconsommais, puis que c'était pas mieux. Puis juste de me demander, genre, pourquoi je ressentais ce besoin-là, tu sais, d'autant en acheter, puis... Fait que t'as quand même eu un déclic. C'est oui, ça. ben oui, c'est fait, sûr. Puis t'as réfléchi, t'as eu le temps de penser à tout ça. Oui. Puis est-ce que, mettons, quand tu as eu ce déclic-là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a aidé à avoir ce déclic-là ou ça allait vraiment... Ben c'est sûr qu'à un moment donné, tes amis sont comme moi, t'as beaucoup de linge, puis tu nous en donnes beaucoup, là, tu sais. mais ça a vraiment été moi-même, tu sais, c'est ça, à force de faire du ménage dans mon linge, puis de tout voir ce que je portais pas. Tu sais, quand, exemple, t'as 80% de ton linge que tu portes pas, puis je pense qu'on est quand même beaucoup de personnes comme ça, qu'on a beaucoup de linge, puis on garde tout le temps des trucs... pour une telle occasion, à Noël, je vais porter ça, finalement, tu le portes pas, tu achètes quelque chose de nouveau. Fait que, ouais, je pense que ça a été par moi-même un peu. De nos jours, on voit plus aussi avec TikTok, Instagram, ces choses-là, on est plus sensibilisés. Oui, vraiment. Un peu plus oui. Avec Shein, Temu, on voit beaucoup de vidéos par rapport à ça, la fast fashion. Fait que ça aussi, ça peut réveiller quelqu'un, un wake-up call, mettons, là, sur certaines choses. C'est vrai, je voyais, exemple, la friperie de Rouen, là, 90, je pense que ça s'appelle. Ouais. Mais elle faisait beaucoup de posts, justement, sur ça, sur le fast fashion. Puis ça me faisait, ça te fait justement culpabiliser parce que toi, tu consommes. Puis tu te dis, ouais, tu veux pas participer à ça. Puis est-ce que le fait d'avoir passé au seconde main, comme tu disais, tu magasines plus en friperie, tu as magasiné plus en friperie par après, est-ce que ça a changé ton rapport à la mode? Est-ce que tu as réussi finalement à trouver c'est quoi ton style vestimentaire? Ben vraiment, mais justement, comme avec le comptoir Jean 23, qui est ma boutique préférée, ça faisait en sorte que je pouvais essayer des trucs que j'essayais pas nécessairement en magasin parce que éventuellement, ça coûte cher. Fait que des fois, t'oses pas trop essayer, mais là, je pouvais me le permettre. Puis aussi, je trouve que ça faisait en sorte que j'avais pas comme un attachement monétaire aux vêtements. Comme ça, je pouvais l'essayer. Puis si jamais ça me fait pas ou j'aime pas ça, mais je peux juste comme le redonner. Ou souvent, le donner à mes amis ou peu importe. Fait quoi, c'est comme si je pouvais plus essayer de choses pour trouver plus facilement mon style. Trouves-tu que magasiner en friperie t'a permis de développer un style personnel ou plus authentique par opposition à suivre des tendances dictées par la mode? Oui, vraiment, parce que quand tu vas en magasin, dans le fond, c'est justement toutes les modes du moment, toutes les tendances. Fait que t'es biaisé un peu par ça. Tu dis que c'est ça qui est beau, mais quand tu vas en friperie, c'est vraiment un mélange de plein de styles différents. Donc, tu vas vraiment vers ce qui t'attire toi et non vers ce qui est censé être beau en ce moment. Puis avec la fast fashion, en plus, c'est que ça change tellement tout le temps que même si quelqu'un commence à porter quelque chose parce que c'est dit que c'est la mode, dans 2 semaines, ça se peut que ce soit même plus à la mode. Oui, puis là, tu l'as acheté pour rien parce que finalement, c'est plus beau. Et tu l'as payé plus cher que si tu avais été en friperie. C'est ça. Puis je pense qu'avec la hausse de popularité aussi des friperies dans les dernières années, ça permet que la société a un style vestimentaire, peut-être je me trompe, mais peut-être moins dicté par la mode, mettons. Oui, on a chacun notre style, puis Est-ce que tu as des conseils pour d'autres jeunes qui pourraient avoir des comportements similaires ou, un jeune qui nous écoute, qui a peut-être de la difficulté à trouver son style vestimentaire, quelqu'un qui pourrait se retrouver dans une situation qui est présentement en train d'acheter trop de linge puis qui se sent coupable? T'aurais-tu un conseil à dire à ces jeunes-là? C'est sûr qu'il y en aurait plusieurs. Dans le fond, pour commencer, il faut pas trop culpabiliser parce que, comme qu'on a dit tantôt, on vit dans un système que c'est fait pour qu'on ait envie de surconsommer, puis pas juste dans les vêtements. Fait que c'est fait pour qu'on ait toujours envie d'acheter plus. Peut-être d'être plus conscient, autant d'être conscient de pourquoi, justement, j'achète autant ou d'être conscient des impacts que ça a. Le classique, se demander si on en a vraiment besoin. Parce que des fois, on achète quelque chose, puis on en a déjà un. Ou c'est ça, on n'en avait pas vraiment besoin. Ou d'explorer justement les autres manières de consommer, comme justement les friperies, qui sont une bonne option. Comme j'ai dit tantôt aussi, tout enlever les applications. Si on magasine en ligne, d'enlever les applications. Comme ça, c'est moins tentant d'aller acheter des vêtements. Prioriser d'avoir moins de vêtements, mais plus de morceaux qui t'apportent vraiment comme du bonheur un peu. C'est d'avoir vraiment que chaque morceau vraiment te représente puis que tu te sens bien dedans. OK. Puis une dernière question, là, on a un peu répondu là, mais considères-tu que les médias ont un impact sur la société de consommation? Ben oui, vraiment, je pense que ça joue un grand rôle justement sur la consommation parce que pas ce que tu consommes dans les médias, ça va t'influencer négativement ou positivement, tout dépendamment. Merci, Léanie. Merci. Comme deuxième invité, on a Alex Brun, qui est bénévole au comptoir Jean 23. Fait qu'on voulait apporter aussi la vision vue de l'intérieur en travaillant au comptoir. Est-ce que tu pourrais nous parler de la mission
du comptoir Jean 23 puis son rôle dans la lutte contre la fast fashion. Le comptoir, il a été créé en 1967 par Rita Godin-Lefebvre. Donc il a déjà 58 ans, le comptoir. Quand même. Et à l'époque, c'était vraiment pour aider les plus démunis. C'était vraiment pour redonner aux plus démunis du Témiscamingue. Puis depuis 58 ans, ça a quand même pas mal évolué. Puis moi, c'est sûr qu'en arrivant en 2017, j'ai voulu un petit peu plus qu'on aille vers la prise de conscience, d'essayer de faire quelque chose de tout ce stock de déchets, puis d'essayer de les dévier de la poubelle. Donc on a fait un petit virage un peu plus écologique avec les sacs à $10 maintenant qui sont plus des sacs poubelles, parce que ça nous coûtait $1 500 par année de sacs poubelles. Quand même. Donc on a fait des sacs réutilisables. Le comptoir fait vraiment beaucoup de choses, hein. On récupère le métal, on récupère le bois, on récupère les livres, on les envoie dans plusieurs friperies ou même au marché du livre de l'école du Frère Moffett. On envoie des sacs dans les autres friperies tellement on est débordé. On voit une augmentation du nombre de vêtements, ça c'est sûr, là, depuis quelques années. Puis une baisse de qualité aussi. Ça c'est sûr, là, avec la fast fashion, puis les articles, on les voit même arriver neufs avec les étiquettes encore dans les sacs, là, ça arrive souvent. Puis souvent on le voit juste en tirant sur les élastiques, des fois on voit que c'est plus du tout la même qualité qu'avant. Ils se détendent beaucoup plus vite. Donc c'est ça, ouais, le comptoir, il a donné $75 000 l'année dernière aux organismes du Témiscamingue, donc c'est quand même gros, là. Puis pour un petit dernier chiffre, c'est on jette 8 poubelles à 4 roues, les grosses poubelles noires, là, par semaine. Ça, c'est incroyable. C'est du stock. Hein. De choses en trop. Puis c'est que payant. Vous avez. Le comptoir paye les poubelles, vu que c'est une entreprise. C'est pas gratuit comme les citoyens. Donc si vous avez du stock à amener au comptoir que vous ne remettrez pas parce qu'il est cassé, il est sale, il est troué, il y a quelque chose qui va pas, jetez-le chez vous. Ça évitera que le comptoir il paye pour le jeter dans ses poubelles. Oui, parce que ça doit arriver quand même souvent, tu sais, qu'il y ait des morceaux de linge que justement un trou ou une tache que la personne sent. Tu sais, c'est facile de s'en débarrasser, mais des fois. Faut le voir pour mieux de le croire, jeter, parce qu'on se rend pas compte de ce qui arrive au comptoir, c'est fou. Il y en a vraiment, ils vident toute leur maison puis ils envoient tout au comptoir. Oui, puis des fois les gens ils se disent, puis tu sais, je veux pas généraliser là, en disant ça, là, mais tu sais, moi, mettons, ce serait mon genre de penser ça, mais en me disant. Ah, ben je vais amener ça au comptoir, comme ça, je le jette pas, je me sentirai pas mal, ça peut peut-être servir. Tu sais, ça, je l'ai entendu beaucoup, là. Ça peut peut-être servir. Oui, mais c'est pas beau, tu sais, on le prendra pas. Je sais pas trop la statistique de ce qu'on jette par rapport à ce qu'on reçoit, mais je pense que ça doit être plus que la moitié, sûrement, là, parce que... C'est énorme. Il y a beaucoup de stock qui part à la poubelle, parce que c'est... En fait, on en a tellement qu'on est obligé de trier, puis même ce qui est trié, ce qui est mis en magasin... Si au bout de quelques mois, il est toujours en magasin, puis c'est toujours les mêmes équipes qui ont les mêmes départements, donc on sait le stock qu'on a en fait. S'il est là depuis quelques mois, on le jette. Parce que ça veut dire qu'il n'a pas été vendu. Puis même après des semaines de sacs à $10, si ça n'a pas été vendu dans les semaines de sacs à $10, c'est que ce ne sera pas vendu. Donc des fois, on jette même du beau stock, mais c'est parce qu'on ne veut pas faire autrement. On en a tellement en arrière qu'il faut faire un roulement. Pour ressortir les nouveautés, on va dire entre guillemets. C'est ça, oui, parce que le comptoir, en plus, les articles d'hiver qui sont en ce moment dans le comptoir, quand on déballe un sac et que c'est des articles d'été, on va les stocker pour la saison prochaine. Donc ce qu'on trie et qu'on estime encore bon, on va le stocker si c'est pas la bonne saison, puis le ressortir au moment venu, Halloween, la Saint-Valentin, Pâques, Noël. Non, le comptoir, c'est une trentaine de bénévoles, puis une dizaine de remplaçants, et c'est beaucoup de travail, il y a beaucoup d'heures par semaine qui sont travaillées bénévolement. Mais justement, pour la deuxième question, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à vous impliquer il y a 8 ans en bénévolement au comptoir Jean 23? J'ai eu une prise de conscience en 2015 en lisant le livre de Pablo Servigne, Comment tout peut s'effondrer, qui fait un panorama global de la situation. Puis je me suis dit, c'est quoi au Témiscamingue les organismes dans lesquels je peux m'impliquer pour participer à ce qu'on rende pas cette planète invivable. Puis donc le comptoir c'était déjà un magasin où j'allais parce que moi je travaillais à Miel-Habitémis, puis il me fallait du linge, puis en arrivant de France à ici, mais j'allais pas acheter des vêtements neufs pour être apiculteur.
Donc j'allais au comptoir. Et j'y allais au comptoir, mais en travaillant de 8 à 4, je ne pouvais pas y aller à part le vendredi à 3h de l'après-midi, vite, avant que ça ferme. Donc en y rentrant au comptoir aussi, ce que je voulais, c'était ouvrir une soirée pour ceux qui travaillent. Parce que comme avant, c'était plus dans la tête des bénévoles, c'était pour les personnes démunies, ils se disaient que non, il n'y a pas besoin d'ouvrir quand les personnes ne travaillent pas, parce que les personnes qui travaillent, ils ont de l'argent pour s'acheter du linge. Moi, en y allant, c'était ouvrir un soir, puis on a pris le jeudi soir. Donc maintenant, on est ouvert tous les jeudis soirs jusqu'à 21h pour les gens qui travaillent et qui ne peuvent pas venir la semaine. Puis est-ce que vous avez constaté, quand même depuis 8 ans, une évolution dans la popularité des friperies? Est-ce que les jeunes se tournent davantage vers le seconde main? Présentement, on en entend un peu plus parler aussi du comptoir. Moi, quand j'étais jeune, on allait là pour notre costume d'Halloween, puis maintenant, j'y vais le midi, puis je suis contente d'y aller. Là. Il y a beaucoup de monde qu'on voit jamais, puis qu'on voit à Halloween, c'est sûr. J'ai l'impression aussi qu'il y a des artistes un peu dans le monde québécois qui le disent, qui vont dans les friperies, puis c'est comme devenu à la mode d'aller dans les friperies. Puis il y a une chanson américaine là, qui est vraiment excellente. Là. Ouais, exact. Donc oui, je pense que ça a gagné en popularité. Puis le linge aussi est de plus en plus cher. Donc quand tu as le sac à $10 en comptoir, faut quand même, tu trouveras jamais mieux que ça. Ça, le sac à $10, c'est quand même... C'est comme un Noël d'avance. C'est ça. Ils en rendent du linge là, dans une poche pour $10. Là. On en a parlé un peu là, dans le billet, encore une fois, là, dans les questions, mais quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez là, au Comptoir Jean 23? C'est le stock, on a trop de stock. Ouais. C'est vraiment ça, parce que... Et encore, moi, quand je suis arrivé en 2017, le comptoir venait de déménager, parce qu'avant, il était dans des plus petits locaux encore. Et les madames, elles s'étaient dit, en déménageant, on aura plus de place. Donc, on sera plus pris. Si, en fait, ça n'a pas pris longtemps qu'on a tout rempli, puis qu'on a été vite pris encore par l'immensité de tous les dons. Donc, vraiment, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on fait de tout ce stock? Parce qu'il y en a du beau, il y en a du moins beau, puis il y en a qui se vendent, il y en a qui ne se vendent pas. Donc, c'est beaucoup de gestion. Ça roule, le comptoir. Est-ce que c'est avec... Il y a eu une augmentation des dons, comme tu disais, mais il y a aussi une hausse de popularité des friperies. Est-ce que c'est le fait que les deux ont comme augmenté qui fait que présentement encore, il y a des quantités incroyables qui sont jetées chaque semaine? C'est sûr qu'il y en a qui utilisent le comptoir et qui redonnent au comptoir aussi souvent. Là, le problème des sacs à $10, des fois, c'est qu'il y en a, ils prennent un petit peu de tout, parce que de toute façon, le sac, il sera le même prix, puis après, ils le ramènent. Souvent, on voit les mêmes choses, on doit les retrier une deuxième fois. Donc, je sais pas, en fait. Il faudrait faire des statistiques, mais je les connais pas. Je sais pas si ceux qui donnent viennent aussi au comptoir, ou ceux qui donnent vont jamais au comptoir. J'ai aucune idée, mais en tout cas, oui, clairement, depuis quelques années, il y a de plus en plus de stocks neufs, avec des tailles bizarres. Des fois, on se demande comment est-ce qu'on peut rentrer dedans. Parce que, à mon avis, les gens se sont trompés sur les tailles, c'est sûr. Puis ouais, c'est ça, il y en a qui arrivent avec des étiquettes, on voit les prix et tout. Donc ça, c'est de plus en plus commun. Ouais. Pour terminer tout ça, on aimerait ça que chacun à votre tour, vous soyez en mesure de nommer une façon de sensibiliser les jeunes aux impacts environnementaux liés à la fast fashion. Moi, j'irais plus... Les impacts environnementaux, c'est sûr que tout ce qui est créé finira à la poubelle un jour, là. Que ça soit un trou dans la terre qu'on appelle une décharge, ou que ça soit dans un lac ou n'importe où, parce qu'il y en a beaucoup aussi de linge qui finit dans les pays pauvres. Mais c'est surtout, en fait, la fast fashion, c'est qu'il y a eu des enquêtes de l'UFC Que Choisir en Europe, qui est un petit peu comme Protégez-vous au Canada. Ils ont vu qu'à peu près 70% des produits avaient des produits chimiques qui sont interdits normalement, selon les normes canadiennes ou européennes. Donc, en achetant ce genre de vêtements, vous vous mettez aussi en danger. Surtout si c'est des sous-vêtements là, que vous mettez sur des parties plus sensibles. Il y a des produits chimiques dedans qui sont très dangereux et qui sont interdits normalement dans nos pays. Et c'est pour ça que, de toute façon, ils arrivent à avoir ces prix. C'est qu'ils ne respectent aucune norme. Pour l'écologie, vous ne mettez pas des produits chimiques sur vous. Oui, d'être plus conscient un peu de où ce que vient le linge. Toi, Léanie? Je pense que c'est dur parce qu'il y a justement impact environnementaux. Tu sais, dans le meilleur des mondes, il faudrait qu'on consomme, exemple, 100% au Québec ou 100% au Canada. Mais tu sais, il y a plein de boutiques qu'on a qui d'ici, mais que les vêtements sont même pas faits d'ici, on sait pas sont faits où. Fait que c'est vraiment dur. S'enligner là-dedans, mais c'est sûr qu'en prenant en friperie un vêtement qui a déjà été créé, c'est déjà, je pense, un peu moins pire, vu que, tu sais, il est déjà
déjà été vendu, c'est déjà comme le mal est fait un peu. Mais c'est ça, c'est quand même, c'est un gros enjeu. T'sais, on va essayer de terminer ça quand même positif parce que oui, c'est un sujet qui des fois peut être plus négatif, qui va peut-être des fois causer de l'anxiété pour certains. Mais je pense que, selon moi, la hausse de popularité des friperies dans les dernières années, je trouve que déjà ça, c'est un bon pas. Que les jeunes soient capables de ne pas avoir peur des friperies, là, d'y aller puis d'encourager le seconde main au lieu de toujours acheter neuf. Ça a tellement d'impact, autant environnementaux que financiers au final. Là, fait qu'il faut rester positif. Je pense que c'est chaque petit geste qu'on peut faire en tant qu'individu par rapport à ça. Et merci beaucoup, Léanie et Alex, de votre présence au podcast. Et voilà, c'est déjà terminé. On espère que vous en avez appris davantage sur le sujet. N'oubliez pas que le Carrefour du Témiscamingue est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours, que tu sois à l'école, chez toi ou en route pour venir t'établir au Témiscamingue. Appelle ou viens nous voir. On se retrouve dans un prochain épisode. À bientôt!